Quand je fais une rétrospective d'une série, j'ai tendance à écarter les jeux portables, parce qu'il y a souvent un trop gros décalage avec les épisodes principaux en termes de qualité et d'ambition. Mais alors les Zelda, faut reconnaître qu'ils s'en tirent bien. Et pour certains joueurs, les épisodes portables, c'est même les meilleurs. D'ailleurs, vous vous êtes pas privé de me dire que vous auriez aimé que j'en parle la dernière fois. Donc à la manière de ce que j'ai fait il y a quelques semaines en passant en revue tous les Zelda salons, aujourd'hui on va voir si les épisodes portables sont encore intéressants à parcourir pour un nouveau joueur en 2023, ou si c'est juste leur statut culte et notre nostalgie qui continue de nous éblouir. Premier Zelda portable, Link's Awakening. La full expérience Zelda rétro. Un peu ce que s'attendrait à rencontrer un joueur moderne qui testerait Zelda 1 sur NES pour la première fois. Sauf que Zelda 1, il est compliqué pour un nouveau joueur. Il n'a pas encore adopté la formule qu'auront les suivants après A Link to the Past. Sur la première Game Boy, généralement on avait surtout des portages et adaptations de jeux NES, en moins bien. Mais pour Zelda, ils se sont pas contentés de reprendre la formule des 2 premiers épisodes 8 bits. À part les graphismes, je dirais qu'il a même l'ambition d'un jeu 16 bits de la Super Nintendo vu comment il est construit. T'es plus du tout largué à pas savoir où aller comme dans le premier, la difficulté est mieux équilibrée, les objets ont une réelle utilité, notamment la plume qui est trop cool pour sauter, et tu peux bouger en diagonale. En fait, toute la formule Zelda 3 est là, mais en plus léger et épuré. Donc Link's Awakening, pour moi, c'est le meilleur Zelda très rétro que tu puisses faire. Et pas seulement parce qu'il est en noir et blanc. C'est vieillot à plein de niveaux, mais ça a déjà toute la formule addictive de la série. Et il a une atmosphère assez unique, avec un univers et des personnages qu'on reverra plus. 3 points d'intérêt d'y rejouer en 2023 sur 5. Parce que j'ai aussi testé le remake Switch, qui m'a fait réaliser que si c'était sorti sans l'enrobage Zelda, comme n'importe quel jeu indé random de l'eShop, on serait d'accord pour dire qu'il n'y a plus grand chose de renversant pour un joueur moderne. Les Zelda Oracle. Oracle of Ages et Oracle of Season. Ils sont sortis en même temps, comme des jeux Pokémon. Sauf que là, c'était bien 2 jeux différents, c'est dingue! Imaginez 2 Zelda sortir aujourd'hui à la même date. Et ben en y rejouant, je suis un peu moins bluffé. Ils se ressemblent quand même énormément. Et pas mal d'idées et de mécaniques de l'un sont simplement réassemblées dans l'autre. En fait, c'est pas 2 Zelda. En termes de développement, c'est plus un Zelda et demi qui a été coupé en 2 jeux. Capcom a participé à leur conception, et ça se voit qu'ils ont pas tout à fait la même aura que les jeux d'avant. Vous l'avez ? Ils ont une structure à la Skyward Sword, dans le sens où même en dehors des donjons, on a l'impression d'être dans des mini-donjons à ciel ouvert. Donc le rythme est moins soutenu que dans d'autres jeux avec plus d'exploration. Il y a de bonnes idées comme le voyage dans le temps et le changement de saison, qui ont un impact sur la map, et même si j'ai de la nostalgie pour ces jeux-là, Oracle of Ages est mon premier Zelda, ben ils sont pas aussi excellents que certains le laissent entendre. En comparaison avec le reste de la ludothèque Game Boy Color, d'accord, mais en comparaison avec tous les jeux qu'on peut faire en 2023, je leur donne 3 points d'intérêt. Et il n'y en a pas vraiment un au-dessus de l'autre. Zelda A Link to the Past / Force Words. Non, je vais pas parler des portages dans cette vidéo. Si c'est des titres qui ont originellement été créés pour sortir sur console de salon, comme Ocarina of Time ou Breath of the Wild, je vais pas les compter comme des jeux portables. Les spin-offs multijoueurs, je les écarte aussi. Pas de Force Words ou de Triforce Heroes. De la même manière que j'ai pas mis des spin-offs à la Link Crossbow Training sur mon autre vidéo Zelda. The Minish Cap. J'ai un peu le même constat que pour les oracles. Il y a quelques trucs mal branlés dans la progression qui te font dire que Nintendo tout seul aurait pas tout designé pareil, notamment au niveau des scripts qui s'enclenchent en parlant à des PNJ dans le bon ordre. Parce que oui, Capcom sont toujours de la partie. À l'image de Wind Waker, le début de l'aventure est ultra prometteur en termes d'idées de design, mais quand tu fais vraiment l'effort d'aller jusqu'au bout, il a son lot de lourdeur. Si tu lui retires son univers Zelda, encore une fois, ça ressemble à une aventure plus classique, telle qu'on en trouvait dans les années 90. Si ce n'est que la mécanique de miniaturisation s'est vraiment bien intégrée, que ça soit pour l'aventure principale ou les distractions annexes. Minish Cap, ça reste un must-play de la Game Boy Advance. Un bon 3+, quand même. Phantom Hourglass. Lui, il demande une préparation psychologique. Oubliez les boutons, on retourne à l'époque du tout tactile. Si ça pouvait être frustrant dans le temps pour ceux qui cherchaient une expérience plus classique, avec du recul, ça a pas vraiment vieilli, et le tactile est super bien utilisé.
Il y a des concepts créatifs, originaux, ingénieux, et c'est le Zelda qui a redéfini ce que c'était que des énigmes, c'est-à-dire des vrais casse-têtes où faut réfléchir. Alors qu'avant ça, trop souvent, on avait juste des donjons à aller-retour construits à la Metroid, et le petit jingle on pouvait le traduire par « Bravo, tu as résolu l'énigme qui consistait à buter tous les monstres dans la salle ! Moi, gros cerveau !» Dans Phantom Hourglass, c'est pas le cas. Il y a des mécaniques très sympas. C'est un Zelda encore assez unique aujourd'hui. Il s'enchaîne si bien qu'on peut avoir l'impression qu'il est plutôt chiche en contenu. Mais ça vient sans doute du fait que les quarts de cœur ont disparu. Ils sont remplacés par des réceptacles entiers. Et on peut en avoir que 16 max. Dommage. Sinon, je le trouve encore plaisant visuellement grâce à son style cartoon. Il tombe pas dans le piège du pixel art. Il est beau sur la DS. Et il vaut encore le détour. 4 points. Spirit Tracks. C'est un peu la version complémentaire de Phantom Hourglass. Si les deux oracles avaient au moins le mérite d'être sortis en même temps, à l'époque, devoir attendre 2 ans pour avoir à peu de choses près la même chose que l'épisode précédent, c'était un peu décevant. Mais on est en 2023, on fait abstraction de ça. L'ambiance est bizarre. Je me sens pas dans un Zelda. Et ça vient même pas du fait qu'on contrôle un train. Non, c'est l'univers, les musiques, certains personnages. On se croirait ailleurs. Ça reste très sympa à jouer, mais faut pas se faire Phantom Hourglass juste avant si tu veux éviter l'overdose. Majora's Mask avait mieux réussi à proposer quelque chose de différent tout en recyclant les assets d'Ocarina. Spirit Tracks, aussi ingénieux soit-il, c'est un peu le Zelda de trop dans cette rétrospective. Donc pour moi, c'est 3 points d'intérêt. Mais si c'est le premier Zelda que tu fais sur DS, tu peux ajouter 1 point. Parce que ce qu'il fait, il le fait toujours bien. C'est juste que ça ressemble trop à Phantom Hourglass. Et enfin, A Link Between Worlds, un faux remake de A Link to the Past. Même s'il recycle sa world map, le jeu est complètement différent. Et je dirais même carrément supérieur à son modèle. Il reprend la structure plaisante d'un Zelda old school en y ajoutant 2 décennies de progrès dans le game design. Les donjons sont d'une telle ingéniosité, c'est un régal. La mécanique de peinture où tu peux t'encastrer dans les murs, c'est brillant, parce que c'est exploité à plusieurs niveaux, dans des énigmes, dans de l'infiltration, ou dans l'exploration de la world map. Je veux dire, des 2 world maps interconnectées, qui sont très plaisantes à explorer, parce qu'elles sont remplies de secrets. Il y a toujours quelque chose à y découvrir. Et puis, fini le tout tactile des Zelda portables précédents, on retourne sur un stick et des boutons. C'est un plaisir à contrôler, c'est ultra fluide, la 3D relief est propre, c'est un indispensable sur 3DS. Et pour moi, c'est de loin le meilleur Zelda sur console portable. J'arrive pas à réaliser qu'il a déjà 10 ans. 5 sur 5. Maintenant, c'est dur d'imaginer d'autres Zelda dits portables sortir, vu que Nintendo n'a plus qu'une seule console qui offre des performances de salon. À une époque, les épisodes portables de moindre envergure permettaient de patienter en attendant celui en full 3D. Mais maintenant, ça n'existe plus. Alors on attend très longtemps entre 2 Zelda canoniques. La solution que Nintendo a trouvée, c'est de multiplier les remasters et les spin-offs. Mais je serais pas contre un nouveau Zelda inédit, vu de haut, à la Link Between Worlds. Imaginez une réinvention des Zelda de la NES. Ça pourrait être intéressant pour les moderniser, qui sait. Mais à court terme, c'est peut-être quand même plus probable qu'on ait un remaster pâte à modeler de Oracle of Ages et Season. C'est quoi vos pronostics, vous? Est-ce que vous en avez même quelque chose à faire maintenant que Tears of the Kingdom est sorti? Si vous voulez m'entendre me pencher sur les épisodes salon, ça se passe devant vos yeux. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, vous savez quoi faire.